surtout bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est la deuxième vidéo de la série que j'ai intitulée Les 7 clés du bonheur en amour quand on est hypersensible. Voilà, avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et si le sujet vous intéresse, de le partager autour de vous. Un grand merci par avance. Vous avez également la possibilité de nous rejoindre sur le groupe Facebook L'amour hypersensible où je partage des clés, mes vidéos et où nous pouvons tous échanger ensemble concernant ce magnifique sujet de l'amour. Alors je m'appelle Anita Rossier, je suis hypnothérapeute et coach au sein du centre Anizen qui se trouve à Bulle et j'adore depuis toujours l'hypersensibilité. Enfin là, peut-être que j'exagère un peu parce que je l'ai longtemps subi. Mais en tout cas, depuis que j'ai découvert l'hypersensibilité, j'ai appris à aimer et à me passionner pour ce sujet avec mon conjoint qui travaille également ici avec moi au centre Anizen. Alors j'ai fondé ce centre il y a maintenant de nombreuses années et depuis j'ai accompagné des centaines de personnes hypersensibles et au long du chemin, j'ai beaucoup grandi moi-même, j'ai beaucoup changé ma vie et j'avais envie de transmettre aujourd'hui un peu ces clés qui m'ont permis de transformer surtout ma vie de couple, en fait, ma vie, on va dire, au niveau spirituel, mon épanouissement. Il y a d'autres clés que je partage dans d'autres vidéos peut-être qui permettent aussi de faire des transitions professionnelles, mais là vraiment j'ai envie de partager avec vous les clés qui m'ont permis de transformer ma vie de couple et aussi la façon dont je conçois ma personnalité, dont j'ai appris à m'aimer, à interagir aussi dans les relations. Tout ça c'est vraiment des clés qui me paraissent essentielles. Alors vous me direz pourtant c'est censé être basique, hein, l'homme est social en fait, hein, il a besoin de relations. Pourquoi est-ce que parfois ça devient tellement compliqué pour les hypersensibles? Et j'avais envie de partager pour débuter déjà ces 7 premières clés. Qu'est-ce qui m'a donné aussi un petit peu envie de partager ça? C'est d'avoir vu autour de moi des femmes et des hommes qui avaient aussi, comme moi, je les avais eu de grandes difficultés à finalement s'épanouir dans les relations pour tout un tas de raisons. Et notamment aujourd'hui, j'ai envie d'aborder les raisons qui concernent les fausses croyances par rapport à l'amour. C'est pour ça que cette deuxième clé s'appelle l'amour est gratuit. Alors vous me direz, là j'enfonce une porte ouverte, c'est évident, l'amour est gratuit, l'amour est pour tous, l'amour est en abondance. Alors peut-être qu'on le sait intellectuellement, mais au niveau de notre vécu, c'est pas toujours aussi simple. Je ne sais pas pour vous, si ça l'est, alors peut-être que cette vidéo ne vous intéressera pas, mais si parfois vous avez cette sensation, comme des petites voix, comme ça, comme des petits saboteurs dans votre tête qui disent, bah voilà, tu vois, encore une fois, t'as été trop ci, pas assez ça. Voilà, une fois de plus, c'est toi qui t'es fait avoir, c'est toi qui ramasses, on te respecte pas, t'es trop gentil, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça. Toutes ces petites voix comme ça, quelque part pour moi, dans la conception que que j'ai de l'esprit humain et de la spiritualité, c'est une erreur dans l'esprit. C'est vraiment à un moment donné, et on est conditionné à penser qu'on ne mérite pas. Ou voilà, qu'on n'est pas assez bien. Et quand on est hypersensible, eh ben, c'est vite fait parce qu'on se sent souvent à part. On a l'impression d'être un extraterrestre, on est arrivé au mauvais endroit, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche avec nous. Et parfois, c'est lié à des traumatismes de l'enfance, et parfois, pas vraiment. On ne sait pas mettre le doigt dessus parce que c'est tout au cours du chemin où on a senti que on n'était pas compris ou on ne comprenait pas les autres. Et ça s'est immiscé comme ça un petit peu à l'insu. Un petit peu subtilement, mais finalement, euh, on a accepté cette idée que peut-être quelque chose avec nous clochait et qu'il fallait qu'on s'adapte et qu'il fallait qu'on donne plus, qu'on en fasse plus. Et puis, en fait, un jour ou l'autre, ça crée un déséquilibre comme ça. On a le panier qui est vide et on est fatigué. On a besoin que quelque chose change parce qu'on n'arrive plus à s'épanouir. On n'arrive plus à se nourrir dans nos relations, on ne se sent plus en sécurité dans nos relations.
Alors j'avais envie de décortiquer un petit peu tous ces éléments, comment ça se met en place. C'est que ma vision, évidemment, elle se base sur certains éléments de la psychologie et sur d'autres éléments plus empiriques ou peut-être plus spirituels que j'ai appris aussi en travaillant avec les guides. Alors, comme je vous ai dit, je suis Anita Rossier, hypnothérapeute et coach. Je propose une série de 7 vidéos sur les clés qui me paraissent les plus importantes pour rencontrer l'amour. L'amour d'abord pour soi, puis ensuite pour construire et pour développer cet amour avec les autres et peut-être avec un partenaire. Il faut savoir que les hypersensibles n'ont pas tous des problèmes en couple, hein. Ça peut très bien venir péjorer par exemple la vie professionnelle ou la vie amicale. Donc c'est pas obligatoirement au niveau du couple que ça va créer des difficultés. Justement, c'est aussi par rapport à ce que je crois de moi-même, c'est par rapport à ce bagage-là, c'est par rapport à ces lunettes-là que je vais entrer en relation, quelque part que inconsciemment je vais créer les drames, on va dire, autour de moi, ou les scènes qui vont me permettre peut-être de révéler ces fausses croyances. À partir du moment où quelque chose dans une relation vous heurte, vous blesse, crée des émotions, souvent quand on est hypersensible, on a tendance à y réfléchir, et puis à se dire, oh voilà, encore une fois, voilà, t'as réagi comme ça, c'est toi qui en fais trop. Mais en fait, c'est des petits signes comme ça que moi je vous propose aujourd'hui de plutôt observer, de plutôt utiliser pour finalement les transformer et créer de plus en plus finalement les relations qui vous nourrissent, qui vous enrichissent. Ce que je crois aussi, c'est que, en fait, finalement, les relations, alors c'est pas uniquement moi qui le crois, hein, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai aussi pu expérimenter, c'est que les gens autour de nous sont jamais là par hasard. Certains viennent pour nous soutenir et d'autres viennent aussi pour nous révéler certaines choses sur nous. Et il y a cette citation de Swami Prajampada, alors excusez-moi pour la prononciation, c'est un nom, je pense, hindou, donc voilà, je ne parle pas bien cette langue. Elle dit ceci: toute relation est illusoire, mais on ne peut se passer d'autrui. Le monde extérieur vous donne continuellement l'occasion de vous voir et de vous observer, donc une chance de vous transformer. Et pour ça, évidemment, il va falloir finalement développer la bienveillance et l'amour pour soi-même, parce que tout part de là. Si jamais je suis dans des relations et je me sens heurtée en permanence et que je le vis mal, j'arrive pas finalement à avoir ce regard bienveillant par rapport à moi-même. Et en général aussi, ça va faire que je vais trop tolérer de la part de l'extérieur. Je vais parfois tolérer des situations finalement qui contribuent à, à nourrir la blessure, j'ai envie de dire. C'est un peu comme cette histoire, vous avez certainement déjà entendu, de cette grenouille qui... Alors si on met une grenouille dans un verre d'eau bouillante, elle va instantanément sortir de l'eau, mais si on la met dans un verre d'eau froide et qu'on chauffe l'eau petit à petit, elle va rester à l'intérieur et elle va s'adapter. Et c'est ça que je vous propose gentiment, un jour après l'autre, de commencer à arrêter de faire. C'est-à-dire arrêter de vous adapter, de vous dire oh ben c'est rien, ou de trouver une explication rationnelle qui finalement fait un déni de ce que vous ressentez, pour aller à la rencontre de ce que ces petits et parfois ces grandes réactions émotionnelles cherchent à vous dire sur votre façon de vous aimer et sur la façon dont vous avez d'interpréter des situations. Et ça, c'est vraiment transformateur. Alors c'est extrêmement, extrêmement puissant. Il faut savoir que l'être humain n'est pas doué pour aimer inconditionnellement. C'est-à-dire que nous sommes des êtres imparfaits. Souvent, c'est même transgénérationnel, hein, donc par le passé, nos parents ont peut-être souffert, nos arrière-grands-parents ont souffert, ils ont vécu des choses terribles. Et puis, du coup, petit à petit, ça s'est comme ça engrimé. C'est devenu normal, par exemple, à un certain moment, de frapper des enfants parce que c'était censé être de l'éducation. On mettait les enfants au coin, à l'école, on leur tapait sur les doigts quand ils se trompaient. Alors ça, c'est des choses un peu extrêmes comme ça. Et puis il y a tout un tas de petits chantages affectifs qu'on a peut-être vécu enfant. Nos parents n'ont pas forcément voulu faire exprès. Simplement, ils ont fait souvent ce qu'ils ont pu avec le bagage qu'ils avaient. Donc c'est souvent en plus des choses qui se transmettent de façon transgénérationnelle. Il faut savoir que les traumas s'inscrivent vraiment dans l'ADN. Hein, donc c'est ensuite quelque chose qu'on transmet à nos enfants.
Et voilà, c'est aussi important finalement pour mettre un terme à cette transmission autant que faire se peut. Moi, je crois qu'il faut éviter de se culpabiliser, simplement faire de son mieux pour guérir tout ce qu'on peut et c'est ça que nos enfants n'auront pas à porter et les gens autour de nous tout simplement. Et c'est toutes ces petites choses comme ça qui finalement on s'est habitué, c'est normal, c'est juste qu'on dit sans vraiment les penser et puis on ne se rend pas compte vraiment de l'impact que ça peut avoir et j'ai envie de dire d'autant plus sur les enfants qui sont hypersensibles, qui ensuite deviennent des adultes forcément hypersensibles. Alors, c'est plutôt hautement sensible que je devrais dire, hein. Donc là, je ne parle pas de l'hypersensibilité en tant que maladie, en tant que névrose, mais vraiment de la haute sensibilité. Ce terrain neurobiologique concerne 20% de la population. Alors pourquoi ça va nous toucher plus fort? Parce que dans les traits caractéristiques de la haute sensibilité que Hélène Aron a décrit dans ses recherches, il y a la profondeur dans le traitement de l'information. C'est-à-dire que nous, on va tout le temps avoir besoin de tout comprendre. Donc dans un événement, quand ça se produit, si on ne comprend pas pourquoi on a agi avec nous d'une certaine façon, en fait, on va préférer se dire que c'était de notre faute, parce que ça nous permet d'avoir cette illusion de contrôle. Donc dans le moment, c'est rassurant, c'est logique, c'est douloureux, mais on préfère en fait cette explication-là que pas d'explication du tout. Ou alors on n'arrive pas, par exemple, quand on est enfant, à se dire peut-être que c'est mon parent dans ce cas-là qui a une réaction inadaptée, ou c'est peut-être mon parent qui n'a pas été suffisamment aimé et du coup il n'arrive pas à m'aimer comme je le souhaiterais. Évidemment, dans la tête d'un enfant, ça paraît fou, ça c'est comme expliquer l'algèbre à un chat. Alors il va forcément se dire que c'est de sa faute, que c'est parce qu'il n'est pas assez bien, que c'est parce que il est trop ci, pas assez ça, il est trop difficile, voilà. Et donc du coup son parent ne peut pas l'aimer inconditionnellement. Donc c'est parfois plus ou moins inconscient évidemment, hein, mais ça s'immisce tranquillement comme ça dès le plus jeune âge. Et c'est des croyances avec lesquelles on grandit et qui nous conditionnent. Alors dans le moment, ces croyances-là, elles nous sauvent quelque part, hein, parce qu'elles nous permettent de mettre de la compréhension dans le monde et de nous donner cette illusion de contrôle qui est nécessaire pour l'enfant. Il a besoin de sentir que voilà, sinon c'est trop effrayant pour lui. Mais en grandissant, ça nous limite. Alors, on sait que l'impact des émotions et des ressentis est plus important. Ça, c'est la recherche aussi qui le démontre chez les enfants qui sont hautement sensibles, et notamment parce que les mémoires et les mémoires traumatiques sont en lien avec l'intensité des émotions. Donc, plus on a des émotions intenses, et plus forcément les blessures vont nous toucher profondément, et on va quelque part aussi les ruminer plus, parce que ça, c'est en lien avec le traitement en profondeur de l'information. Donc ça, c'est les éléments qui expliquent principalement, mais moi je pense qu'il y a les deux autres éléments, les deux autres caractéristiques, la personne hautement sensible sont aussi très importantes. Il y a le côté empathique, hein, c'est-à-dire que le petit enfant qui fait une bêtise ressent la colère de son parent. Et quand on est parent, on ne peut pas s'empêcher forcément d'être en colère parfois, et on sait tous que il y a des journées où on est fatigué, on va avoir tendance à être épuisé. Les enfants souvent viennent un peu nous titiller là où ça fait mal, là où c'est compliqué, et puis on va avoir cette colère qui monte et l'enfant hypersensible va ressentir ça et il va souvent pas ça va être pour lui dans la confusion, c'est-à-dire il va plus savoir vraiment ce qui est à lui, ce qui est aux parents, et il va avoir l'impression qu'en fait il est colère, il s'associe complètement en fait, il est colère, il est honte, il est culpabilité, il est tout ça en même temps, tout ce que le parent ressent, il le ressent aussi, tout ce que lui ressent, le parent le ressent, si c'est un parent hypersensible, et alors voilà, ça fait un gros beau mélange de tout ça. Et puis, en fait, si le parent lui-même n'a pas su, quand il était enfant, accueillir son émotionnel, ça a créé des blessures. Et voyez un peu comme ça se fait, comme ça se transmet. Et là, vous me dites, c'est terrible, il n'y a rien à faire, c'est la fatalité. Et non, j'ai envie de vous dire, pas du tout. Pourquoi? Parce que si les émotions négatives nous impactent plus fort, les émotions positives aussi. Et en plus, c'est en lien avec une grande plasticité cérébrale. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on peut apprendre, on peut se transformer et on peut se reconstruire. Et que du coup, la thérapie et les émotions positives ont aussi plus d'impact sur nous que ça l'aurait sur une personne, par exemple, normosensible ou peu sensible. Donc ça, c'est la très bonne nouvelle. Donc il n'y a pas de fatalité là-dedans. C'est plutôt, je dirais, une façon d'aborder les choses qui doit évoluer pour que vous puissiez finalement le transformer. Alors, je ne vous dis pas
que ça doit le faire comme étant une contrainte ou une obligation, mais plutôt que si vous voulez que ça commence à être à votre service, c'est important de cesser de vous blâmer, de vous culpabiliser, mais de prendre la responsabilité de toutes ces petites pensées qui sont saboteurs, de ne pas les tolérer, de cesser de les tolérer. Et ça, je vous assure, bon, alors après on n'a jamais fini, hein, c'est pour toute une vie. On sait que chez les hypersensibles, souvent, il y a aussi un problème de confiance. Ça aussi, ça s'explique par on va dire, par le terrain de la haute sensibilité. Donc, c'est des gens très connectés aux autres qui ont un petit peu parfois de la peine à développer leur personnalité. Alors, moi d'abord, je m'aime moi. C'est plus difficile pour nous, mais ça vaut le coup de vraiment retrouver cet équilibre. Encore une fois, d'abord avec nous-mêmes pour que ça puisse ensuite tout naturellement se transcrire dans nos relations. Alors, moi, je pense aussi qu'il y a un des éléments qui est très important à comprendre pour l'enfant déjà hypersensible, hein, qui ensuite devient adulte, c'est le besoin de justice. C'est-à-dire que si jamais il est injustement traité ou humilié, en tout cas pour lui, à ses yeux, si par exemple on ne lui explique pas, par exemple si le parent a des réactions parfois voilà, qui ne sont pas tout à fait adéquates et qu'il n'explique pas, qu'il ne s'excuse pas, qu'il ne demande pas pardon, qu'il n'explique pas ce qui s'est passé, l'enfant lui, il n'a pas encore la maturité pour pouvoir comprendre et il ne va certainement pas se dire « Ah tiens, peut-être que c'est aussi mon parent qui a une réaction inadéquate ». Pas du tout, il va se dire « C'est de ma faute ». Pourquoi ? Parce que du coup, ça devient juste. Et quelque part, au fond de lui, c'est mieux cette explication-là qui malheureusement crée des limites et qui crée des erreurs dans l'esprit par rapport à la conception de l'amour, c'est mieux ça que de se dire que en fait il a subi injustement parce que l'injustice ça lui crée une telle colère qui le submerge, qui le dépasse et c'est trop pour lui en fait souvent il n'arrive pas à gérer ça. Et puis, comme il est totalement identifié à la colère, après, il se trouve méchant. Et voilà comment tout ça, petit à petit, s'implique. Et il y a vraiment aussi divers outils qu'on peut utiliser avec nos enfants pour leur apprendre à mieux vivre cette colère-là. Des outils que je transmets aussi en thérapie. Si vous avez besoin de certains de ces outils, n'hésitez pas à m'écrire, à me laisser un petit message. Comme ça, je saurai que ça vous intéresse et je peux préparer des vidéos sur le sujet. Alors, encore une fois, la recherche le démontre, hein, on est plus sensible pour toutes les raisons que je vous ai présentées et certainement d'autres que je n'ai pas pensé à mentionner parce qu'il y a aussi l'amygdale dans les réactions nouvelles qui est souvent plus activée, etc. Bon, il y a tout un tas d'explications, mais in fine, ce qui est vraiment important de se dire, c'est que nous, voilà, quand c'est difficile, c'est plus difficile. Ça nous impacte plus. Et bon, c'est aussi vrai quand c'est beau, ça nous impacte aussi plus. Et du coup, heureusement pour nous, la thérapie est plus efficace pour nous. Une chose aussi importante à comprendre, c'est que dans la tête d'un petit hypersensible ou d'une petite hypersensible qui après devient adulte, c'est le monde des bisounours. Alors lui, voilà, il a envie d'harmonie, souvent, il a envie que tout le monde s'aime, se tienne la main, chante des chants d'amour. Et puis, c'est très difficile pour lui de supporter, encore une fois, l'injustice ou quand le manque d'harmonie ou que, voilà, que par exemple, souvent, c'est aussi des enfants qui sont sensibles, qui ont de la peine à se défendre, qui ont de la peine à poser des limites parce qu'ils ont de la peine à aller dans ce côté agressif. Ça dépend. Après, il y a aussi des enfants hypersensibles qui vont être très colériques, il y a de tout, mais c'est pour dire qu'en fait, quelque part, au fond, ils sont comme déçus par le monde, par l'hostilité du monde, ils acceptent mal ça et ils sont un peu comme le petit numéro, voilà, c'est injuste. Et ça, mine de rien, en grandissant, on garde quelque chose de ça. Alors, c'est mignon d'un côté, mais aussi ça nous péjore un peu parce que, quelque part, on va peut-être surréagir à certains comportements qu'on va mal interpréter des personnes qui ne seraient pas hypersensibles. Et qui pour elles, par exemple, ben, c'est moi d'abord. Ça, je l'ai déjà présenté dans mes vidéos précédentes, et notamment dans la toute première que j'avais fait paraître en 2015 sur ma chaîne, l'hypersensibilité du fardeau cadeau, que je vous conseille si vous n'avez pas encore vu. Voilà, c'est finalement tous ces éléments-là qui vont expliquer que le vécu de l'enfant hypersensible est plus compliqué, surtout que en fait, sa maturité émotionnelle prend plus de temps que pour un enfant qui serait peut-être moins sensible, qui aura certainement d'autres éléments en fait qui seront plus compliqués pour lui. Pour l'enfant hypersensible, c'est vraiment ça l'enjeu, c'est le développement de son cerveau émotionnel. Il faut bien se dire que plus on a d'émotions et plus c'est compliqué à accueillir.
J'aime pas le mot gérer justement parce que ça nous donne cette fausse croyance qu'on est censé contrôler, alors qu'en fait, je vous ai expliqué encore un petit peu plus tard que l'émotion, c'est plutôt quelque chose qu'on laisse faire. Et si on laisse faire, le cerveau fait ça tout seul et fait ça très bien. Mais souvent, justement, on n'arrive pas simplement à laisser faire. Pourquoi? On a besoin de comprendre. Le mental prend le relais, on analyse et on se raconte une histoire aussi parfois pour avoir le sentiment qu'on est un peu plus normal. Alors, il y a aussi un autre élément, donc là j'ai parlé du monde des bisounours, hein, de ce besoin d'harmonie, de la difficulté à accepter quand il n'y a pas cet amour, cette bienveillance. Le problème de la justice avec le petit Calimero, puis encore un élément, c'est le fait que les hypersensibles sont souvent très consciencieux et ça peut aller jusqu'au perfectionnisme. Et là, vraiment, c'est carrément une des questions du questionnaire, hein. Si vous ne l'avez pas encore fait, on a sur notre site internet www.anisen.ch un questionnaire que vous pouvez faire pour déterminer si oui ou non vous faites partie de cette catégorie de personnes qui sont hypersensibles. Et une des questions, notamment, c'est justement c'est le fait d'être consciencieux. Donc, quand on est perfectionniste, alors c'est bien, dans un sens, parce qu'on va chercher à bien faire les choses, on va justement aller chercher à aller en profondeur, etc. Donc, il y a des très bons côtés. Après, malheureusement, souvent, ça se retourne contre nous, et notamment, on va aussi avoir en tête une idéalisation de nous, de comment on aimerait être tellement trop parfait, quoi. Et puis on aimerait être, par exemple pour moi, hein, je vous dis, alors je sais pas ce que ça va être pour vous, mais moi c'est, voilà, j'aimerais être tout le temps adéquate, j'aimerais être belle, mince, pas avoir de cheveux blancs, pas avoir de rides, j'aimerais tout le temps être dans la bienveillance avec mon enfant, j'aimerais tout le temps être dans la bienveillance avec mon conjoint, j'aimerais que les gens autour de moi sachent que je les aime, j'aimerais surtout jamais blesser personne, etc., etc. C'est tellement de pression que pour finir, bon, ce qu'il y a, c'est que moi, ben, je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais réussi vraiment à me contrôler en fait. Quelque part, c'est mon grand drame et peut-être ma grande force aussi, c'est que ça finit toujours par sortir. Et souvent, plus je retiens, plus mal ça sort. Donc en fait, moi, je suis obligée tout le temps de tout le temps me mettre à jour, de tout le temps exprimer quand il y a quelque chose qui m'a dérangée, parce que si je le fais pas de suite, ça s'accumule. Alors chez moi, voilà, je laisse rien passer, hein. Donc mon cerveau, il est comme ça, il retient tout. Il met ça dans un coin de mon cerveau, il accumule ça dans un vase comme ça, puis un jour, sans qu'on ait rien compris, il y a un détail qui fait déborder le vase et boum, c'est parti, je réagis n'importe comment. Et donc je sais que moi, j'aimerais pouvoir comme ça avoir du recul, prendre sur moi et puis pouvoir me dire oui, voilà, c'est pas grave, chacun a le droit d'être comme il est, gna gna gna, mais ça marche pas du tout. Donc je suis, ben voilà, à chaque fois, je dois faire ce travail d'accueil. Alors je vous rassure, aujourd'hui je le vis mieux parce qu'en fait j'ai réalisé que ben c'était beaucoup plus écologique pour moi comme ça et que finalement plus je me raconte ce machin que c'est pas grave, moi ça va. Alors voilà, moi la perfection, ça fait un moment que j'ai dû lâcher parce que j'arrivais pas à tenir. Et finalement, peut-être que c'est une des choses qui fait que je le vis pas si mal que ça, finalement. J'ai appris aussi à m'excuser. J'ai appris à dire, bah voilà, moi je sais, j'ai réagi fort dans ces moments-là, ça a réveillé ça chez moi, je suis vraiment navrée, j'aurais tellement voulu réagir autrement, j'ai pas pu. Et finalement, les gens qui me connaissent m'acceptent comme je suis et les autres, ben, je leur en veux pas non plus, parce que c'est certainement pas simple. Après, j'ai plein de bons côtés aussi, vous voyez, c'est jamais noir ou blanc. Et ça, vraiment, ce travail de bienveillance, d'apprendre à s'accepter quand on a plein de défauts, c'est plus difficile. Mais alors, le jeu en vaut la chandelle, hein, parce que du coup, la vie est quand même beaucoup plus légère après. J'ai remarqué aussi que, en fait, pendant longtemps, moi, j'ai pas réussi à construire une relation de couple qui m'épanouissait, en tout cas. Et je croyais justement que c'était ce problème, ça j'en ai déjà parlé dans la première vidéo, hein, que j'étais trop ci, passé ça, trop excentrique, trop passionnée, trop intense, etc. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, non, pas du tout, pas vraiment en fait. Le problème, c'était surtout quand après coup, je m'auto-flagellais, ce qui faisait que ben, j'arrivais jamais à m'excuser, j'arrivais jamais à m'apaiser émotionnellement, que ça créait plein de dettes comme ça émotionnelles et d'émotions négatives qui s'accumulaient, qui créaient des tensions dans mon couple et qui faisaient que c'était de plus en plus compliqué. Et en fait, aujourd'hui, ben,
C'est clair que j'admets totalement que je peux être impulsive et même irritable parfois dans certaines conditions de stress. Et j'ai appris vraiment à m'excuser et j'en prends l'entière responsabilité. Ça ne veut pas dire que je n'essaie pas non plus de m'améliorer, parce que j'essaie quand même, ça marche plus ou moins. Et puis finalement, ça évite, voyez-vous, que les choses continuent comme ça de s'accumuler, puis on traite les choses au fur et à mesure. Et on arrive comme ça à maintenir quand même un bon équilibre. Et ce qui fait aussi que quand il y a des choses belles qui se passent, moi, ça me touche aussi beaucoup. Et que finalement, c'est aussi quelque chose que j'arrive à partager. Et ça crée cette intimité et ça crée cette profondeur aussi dans la relation. Et évidemment, si on est avec un conjoint qui a peur de ses propres émotions ou des émotions tout court, ben, c'est compliqué. Donc ça va peut-être aussi, si la relation est faite pour durer, ça va être aussi pour lui un chemin finalement, d'aller vers cet émotionnel, d'aller vers cette rencontre de l'émotionnel. Si c'est un homme, ça voudrait dire le truc, voilà, d'accueillir sa femme en lui, comme dit Ricardo en rigolant. Mais voilà, c'est ça, c'est cet équilibre entre le masculin et le féminin, l'émotionnel étant plutôt une qualité de l'énergie féminine. Euh, Ça veut dire quoi finalement l'amour est gratuit? Ça veut dire que même si je suis exigeant avec moi-même et que peut-être je le suis avec les autres, euh, ben même si j'arrive pas, même si je fais des erreurs, ben je peux m'aimer quand même en fait. Parce que ça, c'est pas en lien avec ma valeur, c'est quelque chose qui est gratuit, tout le monde a droit. Et si jamais il y a un machin qui me raconte que c'est parce que si ou ça, tel défaut, que je ne suis pas aimable, eh ben c'est dans mon esprit qu'il y a une erreur. Mais c'est pas la vérité, c'est un mensonge. C'est un mensonge qui à un moment donné a servi, mais qui aujourd'hui me limite. Et c'est vraiment d'identifier ça et de ne pas tolérer ce genre de petites pensées qui sont vraiment toxiques et qui un jour ou l'autre, on peut faire semblant que c'est pas là, mais c'est là. Voilà. Puis un jour ou l'autre, ça va créer des malentendus, des quiproquos. Souvent aussi, ce que j'ai remarqué, il y a un exercice qui fonctionne très bien avec les hypersensibles, c'est leur dire, mais si c'était votre meilleur ami, qu'est-ce que vous lui diriez? Comment est-ce que vous percevriez cette situation si vous étiez, si c'était pas à vous que c'était arrivé, mais à votre meilleur ami? Et là, souvent, comme par hasard, ah ben je dirais que c'est pas grave, qu'elle a pas fait exprès, ben voilà. Mais pourquoi c'est pas possible de vous le dire à vous? Et souvent, on est tellement exigeant avec soi que ces choses qui seraient naturelles pour les autres, on n'arrive pas à nous les donner à nous, et c'est par là que ça commence. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Si je ne peux pas me le donner à moi, je vais attendre que ça vienne de l'extérieur. Après, forcément, quand j'ai des attentes, un jour ou l'autre, même l'autre peut faire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut, un jour ou l'autre, il ne va pas réussir à combler cette attente, et on va lui en vouloir, et c'est inconscient, et tout ce genre j'allais dire de machin, tout ce genre de petites croyances en fait toxiques, de petites erreurs dans notre esprit, ça crée de la complexité dans les relations. Quand on a beaucoup d'émotions et qu'on réfléchit beaucoup, c'est déjà bien assez compliqué comme ça, sans en rajouter. Ce que j'avais aussi envie de dire finalement, c'est que ben, toutes ces, toutes, toutes ces fois où on ne peut pas accepter nos pardons, où on se trouve trop ci, pas assez ça, et toutes ces croyances qu'on se met dans la tête, ça va faire que plutôt que de ressentir notre être émotionnel qui est devenu tellement inconfortable parce que ça s'est accumulé, on a plein de dettes comme ça émotionnelles, on va réfléchir, on va analyser et on va commencer à aborder les relations avec notre cerveau. Et c'est là le début de la fin. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, la relation d'amour, c'est un lien de cœur à cœur, d'âme à âme, j'ai envie de dire. Et si je suis trop dans ma tête, j'arrive pas à descendre à ce niveau-là. Donc déjà, j'arrive pas à créer un lien de cœur à cœur, un lien qui soit vraiment nourrissant affectivement et qui va faire qu'en fait, bah, je vais être dans une énergie qui va me porter, qui va m'aider à évoluer, qui va être vraiment nourrissante pour moi et je vais interagir avec ma tête. Et qu'est-ce qui va interagir là? C'est mes petits saboteurs en fait. Donc c'est ma petite voix contre sa petite voix à lui ou à elle, ce machin qu'on se raconte, ces mensonges qu'on se raconte et ces trucs-là vont chercher à se prendre de l'énergie en fait. C'est aussi ça, quand on a, je ne sais plus, c'est une citation qui dit que le chemin le plus long que l'homme avec un grand H, donc l'homme ou la femme doit parcourir, c'est celui qui relie sa tête à son cœur. C'est ça. C'est cesser en fait de se raconter ce machin sur ce qu'on se ressent, puis accepter de ressentir, même quand c'est inconfortable.
ça va faire que finalement on va arriver ici au niveau du cœur et on est naturellement aussi nourri énergétiquement quand on peut interagir à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on est aligné avec notre soi supérieur. Alors si ces machins spirituels ésotériques ça vous parle pas, c'est tout à fait ok, hein. Il y a certainement d'autres façons de le comprendre, mais vraiment on va dire que si on est trop dans le mental, ça prend de l'énergie, on est dans l'anxiété, on est dans le... Et c'est pas nourrissant, on se sent pas vivant en fait. Pour se sentir vivant, on doit être au niveau du cœur, enfin on doit. L'idée c'est qu'on est dans le ressenti parce qu'on se sent vivant et qu'on va pouvoir interagir au niveau du cœur et donc interagir au niveau aussi de la maturité émotionnelle. Donc ça c'est vraiment ultra important de comprendre qu'en fait le fait d'avoir des émotions intenses à ce niveau-là c'est plutôt bénéfique en fait. Ça aide plutôt à créer ce lien-là. Là où ça l'empêche, c'est quand il y a des blessures et des petites voix comme ça qui viennent saboter, je pars dans la tête et voilà, là j'interagis au niveau de mon cerveau. Et c'est un peu ce qu'on me disait à l'époque, c'est qu'il fallait que je choisisse quelqu'un sur la base de 4 critères et puis qu'après je fasse avec pour le reste. Donc pour moi c'est impensable. Voilà. Euh, c'est pas possible en fait de choisir quelqu'un sur la base de ces critères-là si je ressens pas cette connexion profonde au niveau du cœur. Et je dois dire que quelque part, heureusement que j'ai pas réussi à faire ça parce que du coup, quand j'ai rencontré vraiment la personne avec qui j'avais cette connexion, j'étais disponible. Ce qui est quand même une énorme chance. Je suis tellement heureuse et je suis tellement dans la gratitude parce que pour moi, vraiment, j'aspirais à cela et toutes les autres relations qui n'avaient pas cette profondeur-là, ça m'ennuyait en fait. Alors, c'était pas pour les hommes que j'ai rencontrés, qui étaient certainement très bien, hein, mais c'est juste que je sentais pas cette connexion d'âme à âme et ça n'a pas fonctionné. Vous allez me dire, oui, bon, l'amour, c'est pour tout le monde, on n'a rien à faire, on n'a rien à donner de particulier, voilà, c'est gratuit, c'est un droit de naissance, voilà. Si je suis là, je respire, ça veut dire que bah, l'univers en a décidé ainsi, ça veut dire qu'il y a un sens pour mon âme d'être ici, d'expérimenter ça. Donc, je n'ai pas à remettre ça en question. Donc, de base, si quelque chose dans ma tête me raconte autre chose, si je ressens moi de ne pas être aimable, c'est une erreur. Voilà, il y a une erreur chez moi, quelque part, à un certain niveau. C'est pas forcément nécessaire de comprendre d'où ça vient, mais de pouvoir transformer ça. On est aimable et on serait en capacité d'aimer si justement on avait été accompagné de cette façon-là en étant enfant, si on nous avait donné cette confiance en fait, qu'on n'avait rien à faire, rien à être, on n'a pas à ressembler à quoi que ce soit de particulier pour être aimé, c'est juste un droit légitime de naissance. C'est vrai qu'on n'a pas tous reçu cela et de se dire que ben, du coup c'est parce qu'on ne mérite pas, ça c'est une erreur. Une erreur dans la vision du monde et aussi dans la vision des relations, qu'on a des relations. Et c'est avec ça, quelque part, qu'on entre en relation et donc on vient déjà avec cette erreur-là et ça risque de coincer. À un moment donné, ça va coincer. L'hypersensible a aussi, du coup, tendance à se dire, comme lui, il est généreux, il va donner beaucoup, il va chercher à interagir au niveau du cœur. Et quand ça ne se passe pas de cette façon, alors ça pourrait être pour tout un tas de raisons hein, qui appartiennent à l'histoire de la personne, mais il va se dire, c'est moi qui n'ai pas donné assez, ou c'est moi qui n'ai pas assez de valeur, qui ne suis pas assez intéressante. Et il va souvent chercher à mettre la faute sur lui, puis prendre toute la responsabilité sur lui. Et ça aussi, c'est encore une fois une erreur qui vient, à mon avis, toujours de cette première erreur fondamentale de ne pas avoir cette conscience, cette connaissance que l'amour est gratuit, que quelque part c'est un droit, et ça veut dire que j'aurais même rien à faire pour le recevoir. C'est une énergie qui se transmet comme ça, qui est en abondance. Maintenant, quand on entre en relation, justement, là, il y a des codes. Là, c'est important d'être aligné et de savoir que finalement, le respect entre en ligne de compte. C'est-à-dire que je peux aimer n'importe qui, mais je ne suis pas forcément en mesure d'être en relation avec n'importe qui, parce que, in fine, c'est d'abord une question de respect. Donc je dois me sentir respectée et j'ai aussi besoin que mes besoins fondamentaux soient nourris. Alors, il y a un peu une croyance comme ça, je trouve, dans les milieux spirituels ou de développement personnel, qu'on devrait être en relation sans aucune attente. Moi, je ne crois pas à ça, en fait. Moi, j'ai pas l'impression que ça peut fonctionner. Pas sur du long terme, et pas dans une relation de couple, où on a des enfants élevés, ou etc. Moi, je crois que c'est important
de réaliser qu'en tant qu'être humain, on a des besoins. On a des besoins au niveau, je ne sais pas, par exemple spirituel, on a besoin d'échanges, de partager, on a des besoins aussi affectifs. Et c'est important de s'autoriser ça aussi dans la relation et de se demander, ok, qu'est-ce qui est important pour moi dans la relation? À la relation que j'ai envie de créer, quels sont les éléments qui vont me... Alors j'ai besoin d'honnêteté, par exemple, j'ai besoin d'alignement, j'ai besoin de cohérence, j'ai besoin que la personne soit honnête avec moi, j'ai besoin qu'elle partage avec moi son intimité, son monde intérieur, j'ai besoin de rire avec elle, voilà, et de se dire, ok, de ne pas négocier avec ça. Alors, ça ne veut pas dire que forcément votre conjoint va répondre à tous vos besoins entièrement, mais quels sont ceux qui sont vraiment, j'ai envie de dire, des éléments avec lesquels on ne peut pas négocier et typiquement le respect, ça en fait partie. Parce que sinon, vous allez toute votre vie devoir gérer la frustration que ça représente pour vous et cette tristesse de ne pas vous sentir nourri dans la relation. Et c'est aussi finalement vous qui ne vous l'autorisez pas. Alors après, euh, pour moi, le respect, on ne doit pas négocier avec ça. Euh, après, je veux dire, évidemment, ça arrive toujours qu'il y a des malentendus, qu'on parle mal, mais on doit ensuite s'excuser. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est important avec vous-même, que vous soyez au clair avec ce qui est important pour vous et les choses avec lesquelles vous ne voulez pas et vous ne pouvez pas négocier sans finalement que ça vous péjore, que ça vous atteigne dans votre santé, dans votre bien-être. Parce qu'il faut quand même réaliser ça, c'est que les manipulations, c'est un truc, ces petits chantages affectifs qu'on fait d'abord avec nous-mêmes, en fait, hein, c'est une réalité. On perd beaucoup d'énergie avec ça. Et quand on se retrouve fatigué, dans l'anxiété, dans l'insécurité relationnelle, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Ça, c'est aussi Harvard, ils ont fait une étude là-dessus, sur 75 ans en tout cas, peut-être même maintenant ils sont encore plus loin, et ils ont observé que qu'est-ce qui rendait vraiment les gens heureux, et c'est vraiment ça en fait. C'est avant tout le bonheur dans les relations en fait et de se sentir nourri dans les relations. Et ça, c'est vraiment, quelque part, pour l'être humain, encore une fois, un moteur. Moi, je veux dire, c'est que j'ai pas l'impression, en fait, que ce soit possible vraiment, pas forcément de ne pas être en couple, mais de ne pas avoir de relation et de le vivre totalement bien. Il y a certaines personnes, des ermites et tout ça, mais de nouveau, c'est des proportions faibles de la population. La plupart d'entre nous, on a besoin de nous sentir nourris dans nos relations. Et c'est nécessaire pour être en bonne santé. Alors, justement, l'amour est gratuit. Si vous ne le recevez pas gratuitement, si vous avez quelque chose à faire, ou le sentiment qu'il y a quelque chose à faire, ou que vous êtes censé correspondre à un certain dictat de beauté, c'est qu'il y a un bug quelque part. Il y a un bug d'abord dans votre esprit, en fait, si vous y croyez. Donc ça, c'est important de détecter ces petits saboteurs et puis de faire ce qu'il faut pour les transformer. Et il y a aussi un élément qui est compliqué chez les hypersensibles, c'est que souvent ils ne sont pas tout à fait à l'aise avec l'émotion de la colère, et cette émotion de la colère est très importante pour pouvoir justement poser des limites et pour pouvoir se sentir respecté. Et souvent on associe la colère avec le fait d'être hors de soi, de crier, enfin d'avoir des comportements totalement inadaptés. En fait, quand elle est à l'équilibre, justement, la colère est nécessaire, elle est moteur de changement, et puis elle permet de dire non, en fait, de dire stop et de s'exprimer quand on n'est pas d'accord. Et ça permet aussi d'entretenir des relations saines, en fait. Ça met une dynamique saine dans la relation. Parce que moi, je ne laisse pas faire n'importe quoi et j'exprime, en fait. L'autre ne peut pas forcément le savoir. Donc c'est notre responsabilité à nous de poser ça, de poser ces limites-là. Et puis souvent, alors, c'est encore plus fort si par le passé on a eu le sentiment que quand on se mettait en colère, on allait perdre l'amour, on allait perdre l'autre, et ça met comme ça un peu une injonction de jamais être en colère, sinon on perd l'autre, et voilà, ça c'est typiquement un terreau fertile pour les relations toxiques. Et justement, quand on dit tout le temps oui aux autres, c'est aussi qu'on dit non à soi-même. C'est justement un pas pour aller vers l'amour de soi, d'apprendre d'abord à se respecter soi et à détecter, à apprendre de nouveau à être attentif à ces signes-là, ces inconforts-là, ces colères, ces frustrations, parce que ça nous dit quelque chose vraiment de nous et des besoins aussi de notre âme en fait. Et j'avais
une fois, dans un moment compliqué, justement où j'avais de nouveau eu un de ces accès où voilà, j'avais, je m'étais énervée, j'avais lu ça, aimer la goutte qui fait déborder le vase, parce que c'est souvent de là que provient le changement positif. Et j'avais beaucoup aimé ça. C'était que justement, j'avais tellement essayé, bon, comme je vous ai dit, avec peu de succès, j'avais tellement essayé de m'adapter, de me conformer, d'être gentille, machin, alors que c'est pas du tout moi. Un jour, ben, ça a lâché, ça a craqué, puis finalement, c'était tant mieux. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe quand je suis vraiment en paix, en accord avec cette question fondamentale de l'amour est gratuit et en abondance? C'est ma valeur est inestimable. Ça veut dire quoi? Ma valeur est inestimable, c'est que j'ai une estime de moi, une profonde estime de moi, et j'ai pas quoi que ce soit à faire, à dire ou à être pour mériter ça. C'est juste mon droit de naissance. Euh, et du coup, si ça ne fonctionne pas dans mes relations, c'est plutôt en lien avec ma vibration, avec mon énergie, avec mon état intérieur, avec peut-être certains comportements que j'ai qui me sabotent et qui viennent en général de mes croyances. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est pas une fatalité. Les hypersensibles répondent très bien à la thérapie et ça peut vraiment, je peux reprendre mon pouvoir là-dessus. Et là, je vous mets juste cette image-là que j'ai déjà partagée dans une autre vidéo sur la méditation pour les hypersensibles. C'est vraiment qu'est-ce qui se passe au niveau de l'énergie chez les personnes justement qui sont par exemple dans la dépression, dans l'anxiété. On voit que l'énergie circule moins bien et ma vibration, en fait, la qualité de ce que je vais vibrer à l'extérieur et qui est perçue en fait consciemment ou inconsciemment par les autres, ça va changer. Donc si je suis triste, en fait, ça se perçoit. Si je suis quelque part repliée sur moi-même aussi, ça se perçoit et les autres vont pas se sentir, comment dire, vont pas être, vont peut-être pas oser ou vont sentir en fait quelque chose qui est pas disponible chez vous. Donc quelque part, si ça se produit pas, c'est pas de nouveau de se dire ah voilà ça y est, j'attire pas l'amour, c'est de ma faute, ma très grande faute. Non, c'est en avoir avec ça, mais c'est juste de dire ok, qu'est-ce qu'il y a chez moi, qu'est-ce qui fait qu'en fait j'ai cette croyance que je peux pas attirer l'amour et comment est-ce que je peux se transformer ça vraiment pour vraiment reprendre son pouvoir et pour justement, comment dire, retrouver cette énergie et cette disponibilité du cœur, cette ouverture du cœur, quand même, et pas juste ouvert pour tout, n'importe quoi, n'importe comment, mais juste aussi quand même, ok, je suis ouverte, mais en même temps, je suis pas dans le besoin absolu d'être aimée, donc je m'aime moi d'abord. Et l'idée vraiment, c'est de pouvoir détecter tous ces petits moments où justement, ben, que ce soit d'ailleurs des émotions agréables ou désagréables, à partir de moments où je le refuse, ça donne lieu à des pensées qui sont irréalistes, comme vous voyez ici sur le schéma, et ça donne lieu à des comportements inadaptés. Donc ces comportements que vous jugez tellement inadaptés, qui sont tellement horribles, que vous n'arrivez tellement pas à accepter, simplement il y a quelque chose, il y a au niveau émotionnel que vous n'avez pas réussi à pleinement accueillir et qui vous donne une vision faussée de la réalité et qui fait que vous entrez aussi avec cette vision faussée de la réalité en relation. Ces petits saboteurs, ces petites fausses croyances, là je vais vous en donner quelques-uns, il y en a certainement beaucoup d'autres, mais par exemple quand on est hypersensible, c'est voilà, moi je suis trop émotionnelle, et puis c'est trop compliqué du coup dans les relations, parce que je suis invivable, je suis irritable, je donne tout le temps plus que je reçois, je dois tout le temps m'adapter, personne ne me comprend, je me sens seule, je me sens rejetée, abandonnée, c'est tout le temps à moi de m'adapter, c'est tout le temps à moi de faire les efforts, je ne me sens pas respectée, de toute façon je suis moche, etc., etc., etc. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de partager un petit peu, voilà, s'il y a certaines de ces pensées, vous, que vous avez pu identifier, prenez peut-être ce temps, voilà, pour vous asseoir avec vous-même et puis de faire cette petite introspection, voilà, de vous voir peut-être dans le miroir, de vous dire, ok, qu'est-ce que je pense de moi en fait? À quel point j'arrive à m'aimer et à m'accepter, quelle bienveillance je porte, quel regard bienveillance j'arrive ou pas à porter sur moi. Voilà. Encore une fois, l'amour est gratuit, il est en abondance. Vous n'avez rien à faire pour ça. Et si jamais il y a quelque chose dans votre tête qui vous raconte le contraire, c'est un mensonge. Voilà. Cessez d'écouter et demandez-vous comment est-ce que je peux transformer ça. Alors, je vais créer, on le sait, hein, la réalité qui me correspond, mais surtout celle à laquelle je crois. Donc voilà,
on n'a pas besoin de tout guérir pour entrer en relation parce que la relation elle-même est révélatrice. Donc, il y a pas, vous n'avez pas à atteindre un certain niveau pour avoir déjà droit à l'amour. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et chaque relation, j'en suis convaincue, si les deux personnes, parce qu'on est toujours deux, prennent les responsabilités, sont de bonne foi, il y a tout le temps de la place pour un miracle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de mettre un petit like, de partager, de mettre peut-être un commentaire sur ce que vous avez, comment vous avez vécu cette vidéo. Et puis voilà, je vais bientôt la semaine prochaine sortir la clé numéro 3. Et je vous embrasse très fort et vous recevez tout mon amour. Et puis si vous avez envie aussi, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet les différentes thérapies que je pratique, peut-être les formations que je propose ou peut-être vous inscrire à la newsletter. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt. Au revoir.